Aujourd'hui, ce soir, on a vraiment le grand bonheur d'accueillir Ruth Superman, qui est à la fois cinéaste et autrice, qui a pour deux œuvres, mais fait surtout pour son livre 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, autobiographie d'un immeuble. Et Ruth, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de ton travail en deux temps. Donc d'abord du film que tu as réalisé sur ce thème, Les enfants du 209 rue Saint-Maur, et ensuite sur le livre. D'accord. Bonjour, hein, merci beaucoup d'être, voilà, de m'accueillir ce soir, voilà, je suis très contente d'être avec, les descendants du Yask bruxellois. Heu, hem, alors écoute, en fait, donc j'ai toujours un petit peu eu les 2 casquettes, en fait, hein. J'ai toujours un petit peu écrit et fait des films. Mais c'est vrai que ce film-là, j'ai d'abord réalisé le film là, avant d'écrire le livre. Et c'est vrai qu'il obéit à une sorte de logique interne, qui remonte à très loin puisque je suis une passionnée de Paris et que par ailleurs, j'étais toujours très habitée par la question, voilà, de la manière dont les lieux sont habités par le temps, ou le temps est habité par les lieux, on ne sait pas trop dans quel ordre, le dire, à tel point d'ailleurs que mon premier film, tout premier film, était sur les plaques commémoratives à Paris, il s'appelait Paris fantôme, où il y avait pas que des plaques commémoratives concernant des juifs, mais il y avait par ailleurs des membres du Yask du 10e arrondissement. Donc c'est pour ça que le Yask, ça me plaît beaucoup. Et quand j'ai fait ce film, c'est-à-dire j'étais quand même très, très jeune à l'époque, je savais que je ferais un autre film sur Paris, sur, justement les lieux qui ont pas de plaque, où la commémoration, où la mémoire n'est pas prise dans le filet de la commémoration finalement. Et donc c'est un projet vraiment que j'avais depuis extrêmement longtemps, qui s'est, voilà, reformulé. Et il y a quelques années, j'ai pris un petit peu le taureau par les cornes, ou plutôt, l'immeuble par la porte cochère. Et je me suis dit que j'allais travailler sur ce thème en essayant finalement de mélanger ce qui était un petit peu, des obsessions, voilà, anciennes, comme je vous le disais, Paris, et puis en même temps la question de la persécution des juifs, pendant la guerre à Paris, justement. Et c'est comme ça que, voilà, je me suis mis en quête d'un immeuble, et que j'ai trouvé, par hasard, par un hasard contrôlé, comme j'aime à le dire, comme je dis souvent, parce que en même temps, c'est vrai que je cherchais pas n'importe où, dans le sens où j'allais plutôt dans les lieux du Paris populaire, et du Paris immigré et du Yiddishland, quoi, hein, le 11e, le 20e, le 19e, le 10e. Et c'est vrai que je connaissais pas particulièrement cette rue, et encore moins a fortiori cet immeuble, mais que j'y suis entrée par hasard, et que tout à coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être un lieu possible, et que très rapidement, il s'est avéré finalement que oui, des histoires surgissaient à foison dès les premiers jours. Et que, alors évidemment, après ça a été une longue enquête, menée de façon assez persévérante, assez persévérée et persévérante. Et voilà, et j'ai fait ce film, qui était donc, comme tu le disais, vraiment centré sur la question de l'occupation, la Oui. période de l'occupation. Même si initialement, dans la réalisation même du film et dans son écriture, déjà j'avais essayé, tenté de travailler la question de différentes temporalités, de temporalité contemporaine, en filmant l'immeuble, les gens qui y habitent aujourd'hui, et cetera. Et même j'avais déjà un tout petit peu enquêté sur l'immeuble au 19e siècle. Mais il s'est avéré au cours du montage qu'il fallait, resserrer le film, pour tout un Mhm. tas de raisons, qui étaient des raisons de contraintes extérieures tout simplement, mais aussi, je pense, des contraintes narratives. Et même si j'étais, bon, plutôt contente du résultat du film, j'ai senti qu'il y avait, quelque chose, voilà, qui était pas encore exactement là où je voulais, mener l'affaire. Et donc c'est comme ça que j'ai entamé l'écriture du livre, un petit peu après la fin du film, en fait, hein. Et que voilà, et qui donc où j'ai poursuivi évidemment, l'enquête sur un temps beaucoup plus long. Et donc, tu avais quelques indices récoltés pendant l'écriture du film et tu as complété ça par à la fois une recherche historique, mais aussi un travail de détective impressionnant quand même, aussi bien pour la période
concernée uniquement par le film que la période concernée par le livre. C'est impressionnant ton travail de détective aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est un travail, c'est un double travail. Il y a un travail qui est vraiment un pur travail, d'historien que je ne suis pas, mais bon, j'ai quand même eu un tout petit peu une formation d'historienne, hein, je ne vais pas mentir là-dessus. Par ailleurs, j'ai été épaulée, hein, par des historiens, soit dans des discussions générales, soit carrément dans la recherche d'archives, parce que c'était en effet, tu le dis, un travail, enfin, un nombre de sources quand même assez impressionnantes, donc c'était important. Donc il y avait à la fois un travail de source, d'aller chercher les archives là où elles sont et vraiment la première archive, celle qui était un petit peu la base de tout, c'était des archives toutes simples, c'est-à-dire les recensements qui sont, Oui, à Paris, en tout cas aux archives de Paris. Et puis, voilà, ensuite, il y a eu tout un tas d'autres, sources que j'ai explorées, que ce soit des sources liées à la persécution, voilà, les organisations et cetera, ou les fiches, de déportation. Et puis, il y avait des sources, en effet, qui n'étaient pas liées à l'occupation. Pour le livre, ce soit les registres matricules militaires, que ce soit, les listes électorales, que ce soit, les cadastres, enfin, tout ce qui concerne l'immeuble à proprement parler. Et c'est vrai que, en même temps que je faisais ce travail un petit peu traditionnel finalement d'historienne, il y avait tout un travail parallèle qui était un travail en effet de détective. Mais je pense, de toute façon, le travail d'historien est un tout petit peu un travail de détective et peut-être que le travail de détective est un petit peu un travail d'historien aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas non plus 2 fonctions complètement étanches, l'une avec l'autre. Mais par travail de détective, j'entends quelque chose, voilà, de plus contemporain, de faire des recoupements, d'aller chercher des gens, d'essayer de comprendre où ils sont, de lancer des bouteilles à la mer du type, envoyer, une sorte de lettre de faire publier une annonce comme ça dans un journal en Australie en espérant que quelqu'un la lira et de fait, elle est lue et c'est comme ça que j'ai pu retrouver une ancienne locataire du 209, en Australie. Donc le travail de détective, c'était plus pour retrouver là où étaient les gens et il y en avait qui mmh. étaient très simples à retrouver puisqu'ils étaient dans l'annuaire et puis d'autres où ça a été beaucoup plus compliqué et donc en effet, là où il s'agissait d'être un petit peu, mais bon, c'est pas c'est un travail de détective ou de flic d'ailleurs, hein, parfois, Oui, de tout simplement d'essayer de poursuivre les gens. Enfin, parfois je me dis, mais l'historien aussi, hein. Vous savez, je me rends compte que parfois je regarde des enquêtes policières à la télévision tout simplement et que je me dis: «Mais finalement, c'est pas des travails très différents». Ce qui est pas très agréable de se dire ça, hein, de se mettre dans la peau d'un flic. Je préfère être, dans la peau d'un détective. Voilà, donc c'est vrai que ça a été voilà, ça a été une très longue recherche, mais justement, dans le travail de détective, on rencontre les gens. Et puis mmh. c'est très excitant en même temps voilà, d'essayer de partir à la poursuite des gens, d'essayer de les trouver et puis finalement de les trouver et donc alors là, c'est, à la fois quand on est cinéaste ou auteur et qu'on a cette chance, c'est tout simplement de rencontrer et de faire des rencontres, incroyables, hein et pour moi, ça a été vraiment le cas. Oui, et c'est ça qui est passionnant aussi dans ton livre, c'est que les personnes apportent leurs propres souvenirs, leurs propres récits et puis apportent aussi des détails sur des gens qui sont leurs contemporains ou bien qu'ils ont connus, enfants et enfin et ça chaque personne se nourrit aussi du récit de l'autre et on voit évoluer aussi la connaissance qu'on a des personnes dont tu parles et on voit aussi évoluer pas la connaissance que tu as de ta propre histoire, je ne me permettrai pas de dire ça, mais le lien que tu fais entre l'histoire des gens que tu découvres et ta propre histoire. Et ça aussi, je trouve ça passionnant dans ton livre. Et je voudrais lire 2 passages très courts. Le premier, c'est Charles qui parle et il raconte le 16 juillet 1942, j'avais presque 18 mois. Nous nous sommes enfuis avec mes parents du 209 rue Saint-Maur et puis j'ai été cachée pendant 2 ans environ sans eux. Un petit peu plus loin, un jour j'avais 10 ans, on était en 1950, je me trouvais dans notre appartement, dans notre pièce plutôt, quand quelque chose m'est revenu de manière totalement fortuite. J'étais sur mon petit lit tout près de la fenêtre et j'ai fait un rêve éveillé. Des images, des gestes, des situations me sont revenus, mais sans que je puisse leur donner sens. Je dis alors à ma mère, dis-moi, une fois j'étais dans mon lit, on a frappé à la porte et vous n'avez pas ouvert.
Ma mère était un peu interloquée parce que pour elle, ça voulait dire quelque chose de précis. Ensuite, j'ai dit à mon père, j'étais dans votre lit. Toutes ces images, ces visions correspondaient en fait à ce qui s'était passé pendant la rafle et je l'ai compris en racontant ce rêve éveillé à mes parents. Car le 16 juillet 1942, quand les coups ont été frappés à la porte, ma mère est allée me chercher dans mon berceau. Et un peu plus loin, ce n'est qu'en 1944, quand ils sont retournés donc dans la pièce dans laquelle ils avaient vécu en 42, on a pu à nouveau être réunis et revenir au 209. Et quand mes parents m'ont laissé en 1942, mon monde s'est effondré. Il ne s'est que difficilement reconstruit quand ils m'ont récupéré. Je ne sais pas s'il s'est jamais reconstruit d'ailleurs. Et quelques pages plus loin, tu fais allusion à ton père qui t'a raconté une seule fois le premier jour où il a porté l'étoile jaune, où il parle de Fatra, comme Charles avait parlé de Fatra. Et je me dis que c'est peut-être ça, le Fatra. Donc, tu racontes que... je vais le lire, ce sera plus simple. Dans le train pour Paris, alors que je regarde défiler par la fenêtre une succession de forêts mordorées et de plaines agricoles, me revient ce que mon père ne m'a raconté qu'à une seule occasion. Ce jour de juin 1942, un mois avant la rafle, où pour la première fois il a porté l'étoile jaune. Sa mère l'accompagnait à l'école. Il avait 9 ans. Ce chemin, je le connais par cœur. Je l'ai emprunté si souvent, enfant, puis jeune fille, puis mère, enfin, avec mes propres enfants. Mon père m'a dit que ce jour-là, il avait sangloté sans s'arrêter pendant tout le trajet. Il refusait d'aller à l'école. Ma grand-mère le tirait par la main comme une inflexible, qu'elle n'était pourtant pas. Et je me dis que c'est peut-être ça, le fatras. Quand les mêmes rues qui vous ont abrité accueillent indifférentes, inchangées, la marque de votre condamnation, la métamorphose de votre horizon familier en paysage hostile. Et de cette métamorphose, certains ne se remettent jamais. Ce que je voulais te demander en disant ces deux passages, c'est là, Charles te fait part de souvenirs spontanés qu'il partage avec toi et qui font un lien avec ta propre histoire. Tu as fait, et c'est ça aussi que j'ai trouvé réellement enrichissant dans ton livre, c'est l'aller-retour très pudique que tu fais entre l'histoire des gens que tu rencontres et ton histoire ton histoire personnelle. Et comment est-ce que ça s'est passé, ça, pour toi, ce qui est moins présent dans le film? Alors, je Comment vais est-ce que d'abord ça s'est revenir à ta passé? précédente question, si tu permets, parce qu'il me semble qu'elle est intéressante avant de passer peut-être à l'aspect plus personnel des choses. Quand tu dis que les souvenirs des uns enrichissent finalement les souvenirs des autres, je pense que ça, c'était un des enjeux très importants pour moi du film comme du livre d'ailleurs, mais peut-être aussi du film. C'est que l'immeuble, c'était pas simplement parce que j'aime beaucoup les immeubles et que j'aime beaucoup Paris. C'est que l'immeuble, c'était vraiment la question d'une échelle collective. C'est-à-dire l'idée que j'avais pas envie de faire quelque chose d'une histoire familiale, ce qui commence un tout petit peu d'ailleurs à répondre à ta prochaine question, Oui, heu, ni individuelle, mais que c'était une histoire qui devait être pensée aussi en termes évidemment, hein, je veux dire en termes individuels, familiaux, on est bien d'accord là-dessus, mais aussi en termes collectifs et que l'immeuble permettait finalement d'aborder cette question de la collectivité, à la fois comme question frontale, mais aussi oui, finalement, c'est-à-dire tout simplement la question des voisinages, qu'est-ce qui se passe entre les gens, qui cache qui, qu'est-ce qu'on voit? Enfin, c'est des questions extrêmement concrètes, que oui, ce soit entre les juifs de l'immeuble eux-mêmes et évidemment avec les non-juifs. C'est-à-dire ça posait une question quand même, «théorique» entre guillemets, fondamentale. Heu, Sans compter que filmiquement, je pense que c'était aussi enfin, d'un point de vue cinématographique, c'était aussi important. Et par ailleurs, ça voulait dire aussi quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est-à-dire que la mémoire, elle est aussi toujours collective et que ce qu'a produit le film et c'est ça, ce qu'a produit l'enquête ou que ce qu'a produit le livre et c'est ça qui était intéressant, c'est que quand tu dis que les gens finalement c'était comme un enchâssement de souvenirs les uns aux autres, c'est que le film a produit créait finalement des liens qui avaient été oubliés, c'est-à-dire qui ressuscitait des liens de voisinage
qui avaient été fondamentaux, qui n'étaient pas simplement du bonjour, bonsoir, mais qui avaient été des questions de vie ou de mort, qui avaient été complètement, voilà, qui avaient été engloutis par le temps, tout simplement. Et que donc c'est ça aussi qui ressuscitait. C'était pas simplement les souvenirs individuels, mais finalement la question du lien entre les personnes. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose, un enjeu très, très fondamental, cette échelle collective-là à plein d'égards, comme, je viens d'essayer de le décrire. En ce qui concerne, la dimension plus personnelle, j'ai commencé un tout petit peu à y répondre. C'est-à-dire que quand je dis, j'étais un petit peu évidemment vide là-dessus, quand je dis que j'ai une passion pour Paris. C'est une passion qui est nourrie par beaucoup de choses, mais qui est probablement en effet nourrie par une interrogation fondamentale qui est Paris et la ville et plus particulièrement même Montmartre. C'est vraiment à la fois la ville et le quartier où j'ai grandi. Et c'est vrai que moi, je suis née dans les années 70, c'est-à-dire, pas voilà, 25 ans après la guerre, 26 ans après la guerre et en même temps dans un monde de pur après-guerre et que, Ah, eu égard au fait que mes parents avaient été l'un et l'autre de manière différente, mais très touchés, enfin très très touchés par la guerre, c'est vrai que je pense que très tôt dans ma perception de ce qui était à la fois un lieu extrêmement protégé, un lieu d'enfance, je savais que c'était un lieu où l'impermanence était possible, c'est-à-dire où l'impermanence, où l'insécurité était possible et c'était cette question du contraste finalement entre à la fois un sentiment de très forte protection et un très fort sentiment de vulnérabilité qui est probablement à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais qui pour moi se traduisait finalement dans la forme, de la ville elle-même. C'était quelque chose de très important et de très personnel finalement et donc, ne serait-ce que dans cette idée-là, il y avait de toute façon une empreinte extrêmement personnelle, extrêmement, avec, avec voilà la question du lieu à explorer. Évidemment, je suis absolument pas la première. Je pense que c'est quelque chose qui enfin et qui moi m'a beaucoup influencée et impressionnée. C'est quelque chose cette question-là finalement, elle nourrit toute l'œuvre de Georges Perec, par exemple. Je veux dire qu'on pense, naturellement à la vie de mode d'emploi, mais qu'on pense aussi à toute la question de l'énumération, c'est-à-dire la possibilité finalement de retenir, ce qui fait l'heure, le lieu et le temps de la ville. C'est quelque chose qui est évidemment très, très présent chez Pérec donc et chez d'autres, hein. oui. Mais chez Pérec évidemment, c'est fondamental. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui était, très personnel et en ce qui concerne la littéralité en quelque sorte de mon histoire familiale, sur laquelle j'avais pas mal réfléchi, sur laquelle j'ai un tout petit peu écrit d'ailleurs dans un livre précédent. Il est évident elle était fondamentale parce que sans qu'il soit besoin d'en faire des tonnes et j'ai essayé de donner ces éléments dans le livre sans parce que je pense qu'évidemment qu'il y avait des effets de résonance, qu'il y avait des effets d'écho. Alors là, tu cites, à très juste titre cette question de Fatra, qui pose vraiment la question de la manière, de la mémoire inconsciente, de la manière dont les images, et ça c'est aussi quelque chose qui est très fort, que j'ai pu croiser très fortement à d'autres, occasions au cours de l'enquête, au cours du tournage et au cours de l'écriture finalement. C'est-à-dire la manière dont des images finalement réapparaissent, hein, heu, subitement, enfin bon et j'imagine qu'on peut interpréter ça, comme la question de l'inconscient, mais probablement pas que. Mais ça, c'était évidemment une piste très très intéressante et très forte. Et donc si je reprends le film de ce que tu dis de le fil de ce que je disais, la question du Fatra, oui, évidemment qu'elle faisait écho et que cette proximité que j'avais avec tous ces questionnements, avec toutes ces formulations aussi, induisait une grande proximité avec les gens que je rencontrais et que c'était Oui. évidemment ça permettait aussi, je pense, pour eux de se sentir extrêmement en confiance. Oui. D'ailleurs, je veux dire, ne nous le cachons pas, c'était la première question qu'ils me posaient quand j'arrivais chez eux vu mon nom, qui est quand même pas très discret, qui signe, voilà, hein, son histoire. Bah, voilà, tout de suite, il savait que c'était une histoire qui m'était très familière. Donc je Oui. pense que c'était important aussi pour qu'eux se sentent en confiance d'une part et pour que moi aussi, je pense qu'il y avait quelque chose, c'est que j'avais peur de certaines choses. Peut-être qu'on pourra y revenir.
mais il y avait quelque chose dont j'avais pas peur, c'est qu'ayant fréquenté, beaucoup de survivants, enfin, depuis toujours, je à la fois je sais les précautions qu'il faut prendre et en même temps je sais qu'ils sont pas en sucre et en même temps et aussi je sais que parfois, cette question que je développe beaucoup dans le livre, c'est-à-dire la question c'est dur, du stéréotype mémoriel. C'est dur de le dire comme ça, mais en tout cas de la manière dont on peut raconter son histoire toujours de la même manière. Bon, on est tous comme ça, hein. On a tous tendance à raconter ce qui nous est arrivé un petit peu de façon stéréotypique, une fois qu'on l'a mais là, en ce qui concerne précisément cette époque-là, elle a évidemment aussi une fonction défensive, Ouais. et donc le fait que moi j'avais pas peur, que je s que j'avais cette sensibilité-là me permettait aussi de les dérouter un petit peu, d'aller chercher autre chose et ils pouvaient le faire en étant un petit peu plus en confiance, je pense, qu'avec quelqu'un qui aurait pas été aussi Et tu familier as des avec techniques cette histoire. aussi. Je vais essayer, je vais voir si on voit l'image, là, je ne sais pas. Parce que tu te promènes aussi quand même avec des maisons de poupées, avec des pièces reconstituées. Tu te promènes avec leur enfance en petits meubles comme ça. Et c'est une manière aussi de les amener à toucher leur espace quand ils ont quitté cet espace depuis tellement longtemps et à retrouver des choses personnelles qui ne passe pas par la parole, qui ne passe pas par une question, qui passe par simplement, ben voilà, votre pièce, c'était ça, il y avait le meuble, il y avait... Et à partir de là, ils se débrouillent aussi avec leur mémoire, leurs souvenirs. Donc, tu as une manière aussi d'amener... parce que tu parles quand même aussi de hors-piste mémorielle, tu parles du fait que effectivement tu obliges les gens à aller voir ailleurs que là où ils ont l'habitude d'aller voir, de parler d'autre chose, de ce qu'ils ont l'habitude de dire, de se souvenir de choses dont ils n'ont peut-être pas envie de se souvenir. Mais tu l'apportes, cette possibilité d'avoir accès à ces souvenirs-là, tu l'apportes de manière très, très respectueuse, en fait. J'espère, bah, parce que ça et ça, c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur. C'est-à-dire, voilà, j'étais quand même très attentive heu, à pas forcer les choses, à pas être dans un viol, de la mémoire parce que Mm. ça serait pire que tout. Mais si tu veux, pour revenir à la question donc des petits meubles de poupées qui m'ont servi un petit peu d'étayage finalement, hein, qui étaient une sorte d'étayage de la mémoire, c'est parce que et là pour le coup, je suis vraiment pas la première à dire ça, mais c'est parce que je crois vraiment à la question de la matérialité de la mémoire. La mémoire, c'est pas une abstraction. La Ouais. mémoire, il suffit de faire l'expérience sur soi-même, pour enfin bon, je veux dire, à commencer évidemment par, un des grands théoriciens de la mémoire qui est Marcel Proust, et qui rappelle évidemment la question, par exemple, du goût, hein, mais enfin ça pourrait être, beaucoup d'autres choses. Mais je veux dire, pour nous, pour se souvenir des choses, il faut qu'on se remette dans un espace. Vous voyez, je regarde ma fenêtre en disant ça, mais il faut se remettre dans un espace, il faut se remettre dans un espace qui est pas simplement, d'ailleurs un espace, un appartement, c'est aussi un espace sonore, Oui. c'est aussi des odeurs. Enfin bref, c'est tout ce qui constitue pour n'importe quel humain et je ne vois pas pourquoi les gens qui sont passés par la guerre, seraient différents, en cela, de ce qui fait la matérialité de la mémoire et évidemment, tu imagines bien qu'à la fois la représentation symbolique du 209 par ces petits objets et le 209 lui-même, dans sa matérialité même, dans ses escaliers, dans son organisation, dans les vues qu'on avait des fenêtres, dans, les murs, même si évidemment les murs ont changé, il y a quand même eu des travaux. Mais tout ça, c'est quelque chose que je prenais très, très au sérieux. C'était pas et que je leur ai fait prendre au sérieux. Oui. Voilà et donc finalement, on était amenés tous à se déplacer à la fois dans un espace imaginaire et dans un espace matériel. Donc et ça, on le faisait ensemble. Donc je crois que c'était un petit peu, ça l'idée quoi de chercher des chemins de traverse, voilà. C'est ce hors piste dont je parle. En dehors, sans compter qu'évidemment et vous êtes tous très bien placés pour le savoir, que la période de la guerre, la question de la déportation, des enfants cachés et cetera,
a produit, et c'est très bien ainsi, mais une sorte d'abondance de discours. Mmh. Donc quand il y a une abondance de discours comme cela, ça veut dire que les choses se transforment aussi en répétition. Les mémoires se contaminent, les manières de dire se contaminent. Donc retrouver quelque chose qui appartienne en propre, parce qu'à chaque fois, c'est à la fois, et là justement, c'est-à-dire on est à la fois dans une expérience collective et en même temps dans une expérience complètement individuelle, complètement singulière. Parce que la manière dont je me représente un espace, la manière dont je me représente une disparition, ça ne sera pas la même manière que la tienne. Et donc comment à la fois travailler sur cette notion de collectivité, de commun, et en même temps être attentif à ce qui est de plus singulier en chacun, à savoir sa propre mémoire, puisse être rendu dans sa spécificité. C'est ça en fait cette articulation, qui est toujours, enfin que j'ai cherché à, pas, c'est la première fois que je le formule comme ça, mais je veux dire, probablement que c'était cette tension-là finalement qui était à l'œuvre dans le film et probablement encore plus dans le livre. Oui. Donc tu disais tout à l'heure que tu avais élargi le livre, donc on passe, à la construction même, on passe à la commune, on retrouve, mais il y a quelque chose de commun à toutes les personnes dont tu parles, que ce soit des communards, que ce soit, des enfants, qui risquent la déportation, que ce soit des collaborateurs aussi. Il y a quelque chose de commun, c'est que tu leur donnes une chair réellement. Alors ça vient parfois d'un seul coup, parfois comme ce que je disais tout à l'heure, c'est une couche a après l'autre, mais tu as l'impression de connaître cet immeuble et de l'impression aussi de connaître aussi les personnes qui y ont vécu et de connaître, il y a une chose qui m'a émue, c'est que, par exemple, dans cet immeuble, il y a eu à un certain moment une crèche laïque, la première crèche laïque. Mais c'est voilà, ça m'a aussi émue de savoir qu'il y a une histoire dont tu parles, tu dis simplement ça, hein, tu ne fais pas l'histoire de cette crèche. Mais voilà, on trouve des personnes, tu vois, j'ai du mal à ne pas dire personnages, parce que tu les rends aussi tellement riches, ces gens. Non, mais ça, c'est le propre, de l'écriture. C'est-à-dire, si on, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est des et puis encore, enfin et puis c'est aussi une forme de foi. C'est-à-dire que je pense que les gens qu'on croise, ne serait-ce qu'au détour d'une petite archive comme celle qui concerne la crèche laïque, sur laquelle j'ai quand même pas mal un petit peu enquêté parce que ça me semblait très curieux et voilà et puis, c'était pas si étonnant que ça. C'est une crèche laïque qui doit dater de 1875, qui a pas duré très longtemps d'ailleurs, hein. Mmh. Et évidemment, on comprend bien parce que c'était un quartier ouvrier, donc en fait, c'était les ouvrières qui laissaient pour pouvoir aller travailler. Donc tout ça, ça dégage, ça c'est complètement congruent finalement avec l'idée de ce qu'était le 209 rue Saint-Maur à l'époque, c'est-à-dire un immeuble d'ouvriers, un immeuble d'artisans, un immeuble de prolétaires. Hem, donc oui, c'est parce que, quand je rencontre au détour même d'une petite annonce d'un journal ou d'une petite, je trouve ça extrêmement vivant. Donc, la moindre des choses que je puisse faire, c'est de le rendre vivant pour le lecteur. Mais c'est parce que pour moi, ça l'est déjà, en premier lieu. L'autre chose que je voulais te dire, c'est que, oui, j'ai élargi finalement le scope chronologique de l'amplitude chronologique de l'immeuble, pour plein de raisons. D'abord parce que je trouvais intéressant qu'il y ait plein de strates. Et puis parce que c'est comme un jeu, enfin ça je l'écris et je le pense vraiment, c'est comme un jeu d'enfant. C'est-à-dire on se dit: «Bah, d'accord, tu prends un lieu, qu'est-ce qu'il y a av qu'est à un moment c'est rien, c'est une forêt et puis ça devient une sorte, en fait, le lieu où a été ensuite bâti le 209 rue Saint-Maur, c'était dans les jardins, de l'hôpital Saint-Louis, donc qui a été construit, en dehors évidemment des limites de Paris, au XVIIe siècle. Et puis ensuite, voilà, après, c'est raconter évidemment l'évolution de Paris, qui évidemment a intégré les faubourgs au bout d'un moment. Et puis tout à coup, ce qui a été construit au milieu du 19e siècle, c'est une sorte de petite folie. Vous voyez, une sorte de petit hôtel particulier en U comme ça, avec un jardin. C'est un charcutier qui l'a fait de la rue du Faubourg du Temple, qui l'a fait construire. Donc on se dit, ah oui, le charcutier avait dû faire quand même pas mal d'argent, parce qu'évidemment, la rue du Faubourg du Temple, c'était une rue hyper importante du Paris depuis toujours, avec les gens qui descendaient de Belleville, de Ménilmontant. Enfin bon, tout ça, et après, ça devient, à la fin du 19e siècle, cet immeuble
voilà, plus traditionnelle, cette sorte de caserne, comme en parle Albert Baum, qui est un des personnages voilà, du film et du livre. Cette caserne pour prolétaires, pour caser les prolétaires dans des pièces de une dans des appartements d'une pièce ou de deux pièces. Donc ça, c'était de toute façon pour moi, c'était passionnant. Et par ailleurs, il y avait aussi un enjeu symbolique qui était que, ça c'est quelque chose que je répète souvent parce que j'y tiens, c'est que, heu, pour moi, la question de la guerre, elle ne peut pas être contenue, on ne peut pas la penser dans des bornes chronologiques qui seraient celles de la Deuxième Guerre mondiale, de 39-45, et qu'évidemment, pour moi, c'est une évidence qu'elle doit être reliée, au reste de l'histoire. Que ce soit, de manière générale, je veux dire pour en comprendre les mécanismes, mais ça c'est pas important, mais en termes symboliques, tout simplement. C'est-à-dire que, les gens qui sont arrivés au 209 rue Saint-Maur, ils arrivaient dans ce quartier aussi par hasard, mais aussi pour une certaine raison, parce que c'était un quartier, où il y avait eu des immigrés, même de province, où il y avait eu des prolétaires. Donc ça voulait dire que c'était, des militants, enfin il y avait des militants, il n'y avait pas que des militants évidemment parmi eux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça la met en lien avec l'histoire de France, tout simplement. La Mhm. guerre n'est pas un épisode, n'est pas une parenthèse, c'est, une partie de l'histoire de France et donc pour ça et une partie de l'histoire de Paris. Donc pour ça, il faut aller voir avant et il faut aller voir après et aller voir après encore une fois, pas simplement dans les causalités historiographiques, hein, mais aussi dans la manière dont ça imprègne, dont une atmosphère imprègne les êtres. Et là, vous êtes tous très bien placés aussi pour savoir comment la 2e guerre mondiale ne s'est pas terminée en 1945, hein, mais qu'elle a continué dans les têtes. Donc ça veut dire qu'elle continue dans l'inconscient collectif ou dans l'inconscient individuel. Donc c'est aussi toutes ces choses, si vous voulez, que je voulais lier les unes aux autres et lier les temps, heu et lier les questions, ça me paraît être, quelque chose de voilà, d'important. Mais alors, vient tout de suite une question sur le devoir de mémoire, parce que tu le critiques. Tu peux nous en parler un petit peu de ta Non, mais position c'est vis-à-vis l'expression «devoir de mémoire» que du je enfin que bon, qui me sort un petit peu par les trous de nez parce que là, pour le coup, si on parle de stéréotypes, il y a pas mieux que «devoir de mémoire». Heu, elle m'agace à plusieurs égards parce que d'abord, je pense que, ben, devoir de mé enfin, ça n'a aucun sens. Il y a une responsabilité peut-être de mémoire, enfin, une forme de responsabilité, collective, par exemple. Oui, d'accord, ça, c'est quelque chose que j'accepterais. Par ailleurs, je pense qu'on ne peut pas parler de mémoire sans parler d'oubli et que dire devoir de mémoire, ça veut dire que l'oubli est quelque chose d'absolument néfaste. Or, je pense que l'oubli, c'est quelque chose de complètement humain et que Mmh. donc on ne peut pas penser les choses sans être toujours dans cette tension et dans cette dialectique entre oubli et mémoire. Parce que l'oubli, c'est tout simplement quelque chose de physiologique aussi, que ce soit individuellement ou que ce soit socialement. Donc affrontons les choses. Ne disons pas, «devoir de mémoire, nous devons nous souvenir». Non, parce qu'on ne se souvient pas de tout. Et donc, comment est-ce qu'on travaille cette question-là justement? Cette tension-là? Donc, et puis tout simplement parce que je pense que cette expression, c'est une expression très paresseuse et très, voilà, très vide de sens en fait. Donc, moi je me sens pas le devoir de me souvenir ou de devoir de mémoire. Il se trouve que je me souviens et que j'appelle les autres à dire: «Venez, on regarde. Regardez, apprenez à regarder» et déjà apprenez à regarder, ça me paraît plus intelligent que de dire: «Devoir de Souvenez-vous. mémoire». Oui. Regardez, regardez les façades, regardez les fenêtres, pensez qu'il y avait d'autres personnes qui ont habité là avant vous. Pensez que ces gens avaient une histoire ou pensez que ce qu'on vous a appris à l'école, de façon un tout petit peu désincarnée, ça s'incarnait en fait dans des lieux. Tout ça, ça me semble être des choses plus pertinentes en fait que, cette sorte d'unanimisme, devoir de mémoire dont je me méfie terriblement. Je voulais c'est exactement ce que je voulais entendre, donc merci. Oui. Hem, il y a aussi le rôle des historiens. Tu en as parlé très vite parce que tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu. Tu consacres un chapitre
à un historien. Tu peux nous parler un petit peu de ta collaboration avec lui? Tu parles aussi en début du livre de la carte des enfants déportés qui a été élaborée par Klarsfeld. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. De toute façon, j'arrive, aussi à un moment où tant de choses, tant de grands historiens, tant de choses ont été faites, écrites, travaillées. Bon, pour ne évidemment, bon, on ne parle même pas de Klarsfeld, donc qui avait élaboré avec, Jean-Luc Pinol, qui est un historien, géographe, lyonnais. Il avait élaboré une carte très impressionnante et qui m'a immédiatement beaucoup aidée, une carte parisienne sur laquelle on peut voir en fait, les adresses des enfants déportés. C'est une carte interactive, vous entrez une adresse et là vous pouvez voir qui a été arrêté. C'est des enfants, hein. Là, ils sont en train de faire justement la carte pour, de façon plus générale, mais là, c'était une carte, pour les enfants. Donc cette question évidemment de la mise en espace, de la persécution, je l'avais trouvée, foudroyante, enfin très, très impressionnante dès que je l'avais vue. Par ailleurs, ce qui se passe, c'est que, là, pour le coup, par des liens amicaux, comme je te l'ai dit, moi, c'est vrai que j'ai pas fait que ça, mais j'ai fait notamment des études d'histoire et donc tout simplement, parmi les gens qui étaient avec moi pendant les études, il y a des gens qui sont devenus des vrais historiens et une de mes amies très proches et très chères, c'est quelqu'un qui s'appelle Claire Zalk, qui est une très, très, très bonne, et très grande historienne qui travaille, qui en France a été est toujours une des figures de ce qu'on appelle la micro-histoire de la Shoah, c'est-à-dire de travailler justement sur des questions micro-historiques. Elle a notamment écrit, un très beau livre sur Lens, que je vous recommande, et son autre livre, par exemple, qui est paru assez récemment, c'est sur les dénaturalisations pendant Vichy. Bref, le compagnonnage amical et intellectuel avec Claire a été absolument fondamental et c'est vrai qu'on discutait beaucoup et qu'elle a été partie prenante, des questions que je me posais, tout simplement aussi, elle m'indiquait des sources, elle était de très bons conseils pour des sources à aller voir et je le disais tout à l'heure, j'ai été épaulée par un autre historien qui s'appelle Alexandre Doulu, qui lui travaille dans le sud-ouest, mais qui est vraiment un des élèves de Klarsfeld et qui connaît tout sur les sources, qui sait où aller voir, rapidement et donc c'était, et voilà, à nous 2 on s'est un petit peu répartis, les archives à aller voir et c'est vrai que son aide a été extrêmement précieuse. Donc voilà, c'est-à-dire c'était la question d'un dialogue permanent parce que moi j'ai un dialogue de façon permanent avec les historiens que je lis. Il y a Laurent Joly aussi que j'ai pas mal vu pendant la réalisation du film et en même temps, je si vous voulez, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait à la fois un discours, je pense, historique très rigoureux et qu'en même temps, puisque c'est un film ou un livre et que c'est pas de l'histoire, enfin, c'est pas des livres d'histoire, il faut aller transformer ça, métamorphoser ça. Ça je donc c'était un rapport extrêmement fructueux, mais non exclusif, évidemment. Mmh. Oui. Et alors, tu l'as dit, mais tu l'as dit très vite et je voudrais quand même insister à nouveau là-dessus, c'est que tu as choisi cet immeuble tout à fait par hasard. Tu aurais pu écrire l'histoire, enfin, tout à fait, non, tu avais effectivement balisé le quartier, mais tu aurais pu écrire la même chose sur trois rues plus loin. De toute façon, c'est l'idée, c'est-à-dire, Oui, c'était l'idée que ça, c'était la contrainte de départ que je m'étais donnée, c'est de choisir n'importe quel immeuble où je ne connaîtrais personne, où il y avait pas d'amis, pas quelque chose dont on m'avait parlé. Parce que l'idée, c'est que là, j'ai écrit l'histoire de 209, mais j'attends qu'on écrive l'histoire du 207 ou celle du 212 rue Saint-Maur et d'ailleurs, je reçois des lettres, des mails, de gens qui ont soit vu le film, soit lu le livre et qui me disent: «Ah bah, au 207, il s'est passé ci ou au 212, il s'est passé ça» et évidemment et on pourrait faire ça. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'en réalité, on pourrait faire ça sur n'importe quel immeuble, mais que ce soit à Bruxelles ou à Paris. mmh, Voilà et le hasard a fait que c'est devenu le 209 rue Saint-Maur. Voilà. oui. Et pour ça, tu cites un poème de Tsvetaïeva, mais je sais, euh, qui est absolument superbe. Oui, à chaque Il est- fenêtre une icône, bien sûr, c'est parce que oui, oui. À oui. chaque fenêtre un regard. Mmh. Oui. Chaque fenêtre un regard et dans toute une personne, le fronton dans la glaise, chaque fenêtre une icône, chaque regard une fenêtre, les visages des ruines, les arènes de l'histoire, marronniers du passé, moi j'y chante et j'y vis. Je trouve qu'il y a tout ton livre dans ce poème aussi. C'est ça qui est bien aussi dans ton livre, c'est qu'on retrouve
on rencontre des gens, mais on retrouve aussi des personnes qu'on aime, comme Tsvetaeva, comme Perec, comme Marcel Proust. Enfin, il y a une multitude de gens qu'on apprend à connaître ou qu'on retrouve avec plaisir. Et puis, ça Ça, c'est réveille sûr, aussi des achetez le livre, on est en très bonne compagnie. Oui, oui, ça c'est vraiment sûr. D'ailleurs, c'est ma libraire qui me l'a Non, 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 conseillé. ce que je voulais dire, non, non, mais, non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, c'est toujours aussi agréable d'écrire en s'entourant finalement. C'est comme écrire accompagné. Donc Oui, voilà, je me moque un petit peu de moi parce que mais c'était bon d'être épaulée imaginairement par Marina Tsvetaeva, par Georges Perec, par Marcel Proust. Je me choisis des compagnies très distinguées et quand je parle de compagnie, je parle aussi évidemment de tous les gens que j'ai rencontrés parce que, oui, tu imagines bien que la plupart d'entre eux, sont devenus des gens très proches oui. et avec les enfin voilà, à divers degrés, mais en tout cas, il y en a certains avec lesquels vraiment j'ai noué une relation extrêmement forte et extrêmement, filiale presque. Donc, quand je dis en bonne compagnie, c'est Marina Tsvetaeva et Albert Baum, Oui, c'est Marcel Proust oui, et Odette Diamant. Voilà, oui. c'est tout ça que je veux dire aussi. C'est comme ça que tu finis dans ton livre d'ailleurs, elle ne sera plus jamais seule. Mmh. Bah oui, voilà, bien sûr. C'est une bonne manière, hein, de briser, Ah ça les franchement, rien que pour ça, ça vaut la peine effectivement. Je vais demander à Laurent si on a des questions. Je vois qu'il y en a quand même quelques-unes. Laurent? Ah, il a disparu notre Laurent. oh, il y a pas le micro? Micro? Le micro est allumé maintenant? Voilà, Voilà, c'est ça y est. Voilà, parfait. Donc, une question qui revient, c'est celle justement des habitants actuels de l'immeuble. Donc, finalement, comment est-ce qu'ils ont reçu d'abord le film, ensuite le livre? Qu'est-ce que ça a changé chez eux? Enfin, il y a un passage qui est assez étonnant, qui donnerait presque l'idée d'une force magique du 209 rue Saint-Maur. C'est quand tu rencontres un des habitants actuels et puis tu parles d'une petite Suzanne de la guerre et il te dit à un certain moment, ah, ma fille s'appelle Suzanne. Alors, évidemment, ne pouvait rien savoir de l'histoire antérieure. Hein. Il est arrivé 40 ans après la guerre dans cet immeuble. Et il y a cette espèce euh, comment dire, presque d'étincelle qui jaillit du fait que voilà, ce sont deux prénoms qui sont les mêmes, alors que ce sont évidemment des histoires très différentes. Et alors, justement, après la publication du livre, finalement, qu'est-ce qui a changé pour les gens dans cet immeuble? Est-ce que quelque chose a changé? Ce serait intéressant que tu te dises. D'abord, je dois dire que moi, j'avais un petit peu peur parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai choisi l'immeuble, vous n'êtes pas sans savoir que, c'est compliqué les questions de droit à l'image, d'arriver dans un immeuble avec une caméra ou de s'intéresser à l'intimité des gens parce que c'est quand même ça et surtout d'arriver en disant: «Écoutez, c'est super, j'ai vraiment travaillé sur votre immeuble pendant ces heures les plus sombres», c'est-à-dire vos appartements, là où vous élevez vos enfants et cetera, c'est des appartements où des gens ont souffert terriblement. C'est donc au départ, j'ai commencé en fait presque pendant plusieurs mois, heu, après avoir été voir, le 209, j'ai commencé à travailler dans mon coin en me disant: «De toute façon, il faut absolument que je fasse ce film, il ne faut pas que je leur en parle tout de suite» et parce que je me disais: «Si des gens me disent non, c'est fini». Donc j'ai été très discrète et en fait, finalement, j'ai été rencontrer une, puis 2 personnes. Heu, Avec un accueil extraordinaire. Enfin, ils étaient tous très intéressés et quand je dis tous très intéressés, je vous parle pas des bobos, enfin des gens qui finalement sociologiquement me ressemblaient ou quoi que ce soit. Je parle de plein de monde dans cet immeuble qui est encore sociologiquement très varié. C'est-à-dire je sentais qu'il y avait une appétence comme ça de savoir, de curiosité, à tel point que quand je suis arrivée avec une caméra, ce qui n'est quand même pas simple, j'ai été accueillie vraiment, magnifiquement. Alors il y avait des gens qui voulaient pas se faire filmer, vous l'imaginez bien, ce que je respectais parfaitement et un des éléments centraux du dispositif, je dois dire, c'est le concierge qui s'appelle Mohamed Latrèche, c'est pas Latrèche, c'est Mohamed Hamidi et il y a un autre Mohamed qui s'appelle Latrèche dans le et qui a été génial parce que je veux dire d'abord lui, c'est vraiment quelqu'un qui veille sur cet immeuble et ensuite il m'a accueilli. Donc à partir du moment où lui m'a accueilli, les gens se sont ouverts. Mmh. Alors ce qui se passe, le problème, c'est que depuis le film qui a eu quand même pas mal de réception, enfin d'audience et
livre, Mohamed s'est un petit peu transformé maintenant en gardien, en gardien du musée, parce qu'il y a plein de gens qui vont au 209. Donc, de temps en temps, quand j'y passe, il me dit « Ah, tu sais, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont passés. Il y a beaucoup de gens qui viennent en pèlerinage au 209 rue Saint-Maur. » Donc, c'est assez drôle. Les gens, tous les habitants, évidemment, étaient voilà, bouleversés et par le film et par le livre. Il y a eu la première projection du film qui était une projection magnifique au cinéma Le Luxor, qui est pas loin de chez moi et qui est dans le 10e arrondissement. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi cette salle. Il y avait à la fois évidemment des amis à moi, mais il y avait aussi les anciens locataires qui avaient pu être là et les nouveaux habitants de l'immeuble. Et dans le pot, vous savez, qui suit toujours ce genre de projection, pour moi, c'était extraordinaire. Je les voyais tous discuter les uns avec les autres, les frères Goldstein avec Mohamed. Enfin bon, c'était comme le mélange des temps, quoi. C'était génial. Donc, vraiment, ils ont été très, très, voilà, très avec moi. Et je dois dire que c'est assez exceptionnel parce que c'était pas gagné dans un immeuble parisien. Et certains m'ont dit: «Mais tu sais, Ruth, il faudrait mettre une plaque, et cetera». Bon, moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai reçu un appel de la mairie de Paris parce que dans le livre, donc je vous avais raconté d'ailleurs que mon premier film, c'était un film qui s'appelait Paris fantôme sur les plaques commémoratives. Donc, j'en connais un bout aussi sur les plaques commémoratives à Paris. Et je citais dans le livre le fait que l'UJRE, donc l'Union juive pour la résistance et l'entraide d'obédience communiste après la guerre, qui était l'émanation de la résistance juive communiste après la guerre, avait fait une demande d'apposition de plaque en 1947 qui avait été refusée par le propriétaire pour la mémoire de 3 de leurs combattants qui avaient vécu ou qui étaient passés au 209 rue Saint-Maur. Et à l'époque, en 1947, cette plaque avait été refusée. Et lisant cela, un des membres du cabinet de, je sais pas quoi, de la mairie de Paris m'a appelé pour me dire il serait temps quand même de poser une plaque au 209 rue Saint-Maur. Et je lui ai dit ça serait formidable. Et donc, ça va être une plaque qui, évidemment, parle de ces résistants, d'autres résistants que j'ai un petit peu découvert pendant le film, enfin pendant l'enquête. Et puis, évidemment, qui rappelle la mémoire de toutes les familles qui ont été persécutées et des justes qui ont aidé. Donc, c'est une plaque qui est en cours d'élaboration, une élaboration par la mairie de Paris, j'interviens, et puis aussi les habitants de l'immeuble, et qui va être apposée en septembre, je crois, en septembre ou en octobre. Et c'est une des seules dans Paris, et encore une fois, je m'y connais vachement bien en plaques commémoratives, où il y aura à la fois les familles, les résistants et les justes. C'est-à-dire cette collectivité rappelée sur une plaque. Donc, je dois dire que je pense que c'est une des conséquences qui me fait le plus plaisir. Voilà. Alors, on a aussi une demande qui est justement de retracer brièvement finalement l'histoire de l'immeuble. Hein, pour les gens qui n'ont pas encore lu ton livre. Ah non, mais ça, il faut que vous alliez voir le livre. Je n'ai Ouais. pas le temps, ça prend du temps, les amis. Non, mais dans les grandes étapes, je veux dire. C'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un immeuble qui est donc dans ce qui était autrefois hors de Paris, hein, évidemment, hors des limites de Paris. Qui s'est retrouvé intégré progressivement. Donc, c'était, je vous le disais, sur les jardins de l'hôpital Saint-Louis. Avant, au Moyen-Âge, c'était un chemin, en fait, le chemin Saint-Maur. Enfin, le chemin, il s'appelait peut-être le chemin de Saint-Denis, d'ailleurs. Il menait, en fait, entre l'abbaye de Saint-Maur et l'abbaye de Saint-Denis. C'est un très ancien chemin, mais qui a été loti extrêmement tardivement. Le grand axe, en fait, dans ce quartier qui a été loti extrêmement précocement, loti, j'entends, avec des immeubles, hein, c'est la rue du Faubourg du Temple, qui a été un axe très précoce, même gallo-romain, dans le Paris d'autrefois. Donc, vous voyez, si je remonte, si vous me lancez, je peux durer très longtemps, donc il ne faut pas commencer à me lancer. Et juste pour vous la faire courte, comme je vous l'ai dit, au 19e siècle, ces quartiers ont commencé à être lotis progressivement, notamment donc par des immeubles pour des artisans. Donc c'est un quartier où vous retrouvez beaucoup de cours en enfilade. La première version du 209, qui ne s'appelait pas 209 à l'époque parce qu'il y avait une autre numérotation, était donc cette sorte de petit hôtel particulier dont je vous ai parlé, qui a été construit par un charcutier de la rue du Faubourg du Temple, qui a été ensuite racheté par un homme qui venait d'Annecy, qui a fait de la fortune à Paris, qui a racheté cet immeuble, ce petit hôtel particulier dans lequel logeaient déjà des gens, ce n'était pas simplement pour une seule personne. Et l'héritier, en fait, de cet homme d'Annecy
monsieur, alors attendez que je retrouve parce que là je suis fatiguée, hein. J'ai 12 heures de montage dans les pattes, donc je vous avoue que là et c'est sur un tout autre sujet, donc peu importe. Mais en tout cas, celui qui a acheté l'hôtel particulier et dont l'héritier a ensuite fait transformer en fait en caserne prolétaire, comme je vous le disais, à la fin du 19e siècle, en 1883, c'est cette famille-là qui a été propriétaire du 209 rue Saint-Maur jusqu'en dans les années 2000. C'est la même famille. Et donc, c'était vraiment, comme je vous le disais, en gros, de la fin du 19e jusqu'au milieu des années au début des années 2000, des locataires qui habitaient là, des tout petits appartements, une pièce, deux pièces, les toilettes dans le couloir. C'était des ouvriers. Donc, d'abord, ça a été des provinciaux, ensuite, ça a été des Italiens, des Juifs, etc. Après la guerre, il y a eu encore des Juifs et des Italiens qui ont été progressivement remplacés par des Portugais et par des Maghrébins. Et voilà, et l'immeuble s'est un petit peu détérioré, voilà, et dans les années 2000, l'immeuble a été racheté par comment est-ce qu'on appelle ça? Promoteur. Un promoteur, enfin, ouais. Et des lots ont été réunis, qui ont été rachetés par des gens plus jeunes, qui avaient un tout petit peu de capital, parce qu'à l'époque, ça ne coûtait pas non plus encore horriblement cher comme aujourd'hui. Et donc maintenant, c'est en gros un immeuble qui se partage entre des gens qui ont des grands appartements, qui ont réuni des lots, et puis des gens je pense, qui sont plus âgés et qui sont amenés à disparaître progressivement, des gens qui occupent encore des petites pièces dans l'immeuble. Et donc, il y a vraiment, enfin, c'est ce que j'explique dans le livre, il y a vraiment deux catégories de population dans l'immeuble. Mais bon, voilà, c'est un immeuble qui s'est gentrifié, comme se sont gentrifiés tous les quartiers de l'Est parisien depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Est-ce que j'ai été bonne pour le recap? Oui. Vraiment très bien. Et alors, voilà, un élément qui m'a beaucoup touché aussi, c'est la trace que tu retrouves dans le parquet. Donc, les murs ont bougé, beaucoup de choses ont changé, mais il y a cette trace qui est là sur le parquet, qui montre qu'avant, c'était un appartement qui maintenant est spacieux, c'était éventuellement 3 mini-appartements d'une ou deux pièces, et donc que ça, c'est resté visible et je dirais tangible pour les générations qui vivent aujourd'hui, quoi. Et d'une part, c'est tangible, et d'autre part, tu vois, tu me demandais comment réagissaient les gens, mais par ailleurs, tu sentais chez les gens qui habitaient dans cet appartement qui avait réuni plusieurs lots, plusieurs petits appartements, qu'il avait délibérément laissé ces traces évidentes parce qu'il les honorait d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il ne s'était pas installé en faisant tout disparaître, mais qu'il y avait la conscience finalement qu'il était de passage après des gens et avant d'autres. Voilà. Comme nous le sommes tous. Voilà. Mais vous voyez, moi je vous parle de l'appartement, j'en parle dans mon livre, de l'appartement où j'habite aujourd'hui, qui est l'appartement où mes grands-parents se sont installés en 1932, venant de Pologne. Donc, vous voyez, nous, dans la famille, enfin, je vous rassure, je n'ai pas toujours vécu, j'ai quand même été ailleurs, mais dans cet appartement, vous voyez, c'est la même famille qui habite depuis presque un siècle maintenant. Donc, on se crée des racines comme on peut. Mais il n'y a pas d'autres questions, donc je voudrais avant tout te remercier énormément. Aussi, voilà, dire que c'est un livre qui est splendide et donc il se trouve comme on dit, dans toutes les bonnes librairies, et donc il ne faut pas hésiter à courir pour aller se procurer ce livre. Quant au film, il est disponible sur YouTube, donc c'est très facile de le visionner. En fait, il n'y a aucun problème, il suffit de taper ton nom et on tombe sur le film directement. Donc, un immense merci, Ruth. Et voilà, je crois que c'est une manière, au cours de ces 6 derniers mois, on a beaucoup fait des conférences qui étaient sur la transmission, mais c'est une approche qui est tout à fait originale, de partir d'un immeuble. D'habitude, la transmission, c'est comme tu l'as dit, c'est à partir de familles, éventuellement de familles élargies, mais ce n'est jamais à partir d'un lieu, surtout quand on parle de la Shoah, et donc de gens qui étaient souvent passés d'un pays à l'autre assez souvent d'une génération à l'autre. Donc, un grand merci, Ruth, et merci aussi à toutes les personnes qui sont venues pour assister à cette conférence. Au revoir. Merci beaucoup, Ruth. Au revoir, Dominique. Au revoir, merci. Au revoir.